C'est comme si je vivais depuis 5-6 jours dans un film en noir et blanc. C'est comme si toutes les couleurs sont revenues. Ce respire-là, c'était un respire de nouveau-né. C'était comme une deuxième vie, ou une nouvelle vie. Chaque jour, des équipes de professionnels de la santé offrent des soins pour soulager et sauver la vie de patients au CIS de la Montérégie-Est. Je vous offre un accès privilégié à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. Je m'appelle Harold Gagné, vous écoutez Diagnostic, le balado. Ce sera bientôt le mois de novembre, de quoi rappeler de douloureux souvenirs à Yann Préfontaine. Ce père de famille de 45 ans est un grand sportif avec une bonne qualité de vie. Mais tout bascule en novembre 2022. Il est très malade. J'étais sous l'impression d'avoir l'influenza. Donc une bonne grosse grippe musculaire qui avec de la fièvre dans ma tête. C'est ça, après quelques jours, ça allait passer. Puis finalement, mon état s'est pas amélioré au fil du temps. J'ai commencé à avoir beaucoup mal au dos. Puis vraiment de la misère. Des fois, je me levais la nuit, puis il fallait que ma conjointe m'aide à juste me recoucher dans le lit. Mon père, qui était en visite, a suggéré de prendre ma pression. Puis là, j'ai comme réalisé que ça faisait plusieurs jours que je prenais pas des médicaments pour la haute pression. Puis la pression était à 110, ce qui est très anormal. J'aurais dû être plus dans les 150, 155, sans médication. Puis d'heure en heure, je passais de 110 à 100 à 89. Puis là j'ai dit, OK, c'est assez, je m'en vais à l'hôpital. Qu'est-ce que le médecin qui vous a vu aux urgences vous a dit? Bien, après avoir vu les prises de sang, moi, dans ma tête, finalement, je pouvais retourner me coucher chez nous, mais il n'y avait pas la même idée. Il semblait dire qu'il ne dormirait pas tranquille s'il me laissait partir à la maison. J'ai écouté les conseils, puis de toute façon, il m'avait promis une civière, donc je pouvais m'étendre, puis comme finalement... plus être en mode repos. J'avais extrêmement mal tout dans le bas du dos. Dans le fond, ce qu'on m'a expliqué après, c'est que mes reins avaient arrêté de fonctionner. Le docteur Patrice Gosselin est intensiviste à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. J'ai vu M. Préfontaine à l'urgence. C'est l'urgentologue qui m'a appelé. Si ma mémoire est bonne, c'était le soir et c'était moi qui étais de garde. Et j'étais à la maison et il m'a dit qu'on avait un patient jeune en choc qui avait une suspicion de fasciite nécrosante. Et à ce moment-là, j'ai deux questions. C'est est-ce que le chirurgien est au courant? Puis est-ce que les antibiotiques sont débutés? Parce que c'est les deux choses pressantes. C'est sûr que les gens qui ont des infections sévères comme ça, qui sont en choc, doivent être stabilisés aux soins intensifs. Donc, ils ne peuvent pas rester à l'urgence pendant des jours, parce que l'urgence, c'est un va-et-vient constant. Il y a toujours des nouveaux patients qui rentrent. Donc, ils sont en salle de réanimation. L'urgentologue commence à travailler sur le cas, donne des solutés, part des antibiotiques, essaie de comprendre, d'établir un diagnostic. Et quand il voit un peu plus clair, ben là, il appelle les spécialistes concernés. Donc, le chirurgien, l'intensiviste. Le docteur François Chagnon est chirurgien. L'urgentologue m'avait appelé parce que quand c'est des situations urgentes, on se parle au téléphone. Puis, le diagnostic de la fasciite nécrosante ou de la bactérie mangeuse de chair, c'est un diagnostic qui est clinique. C'est-à-dire que c'est en examinant le patient qu'on s'en rend compte. Il était en choc septique. Le choc septique, c'est tout simplement que ses pressions étaient très basses, son cœur tentait de compenser pour la situation clinique qu'il vivait, pour compenser pour l'infection. Alors son cœur battait très vite, ses pressions étaient très faibles. Ça, c'est le signe qu'il y a une infection qui est importante. Puis c'est quand on a un choc septique, il faut agir rapidement. Donc, on voyait que dans une situation critique, là, il fallait trouver la source de l'infection. Il y a un signe particulier, quand on touche, on sent comme des Rice Krispies en dessous. Puis c'est ce qu'on sentait. Puis on avait fait un scan au préalable. Je pense que quand il est arrivé, Yann, les gens n'avaient pas cette hypothèse-là. Ça ressemblait plus à une pneumonie sévère. Mais en faisant un scan, on voyait, pour voir la pneumonie, donc on voyait tous les tissus de l'épaule, du thorax antérieur, du thorax postérieur, puis dans l'aisselle. Puis le bras, on voyait tous les tissus qui étaient épaissis par ce liquide-là, qui est du liquide infecté.
Puis donc, à ce moment-là, on sait qu'on doit aller en salle d'opération, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Il faut ouvrir pour que le liquide sorte, mais après ça, il faut voir qu'est-ce qui a été mangé par la bactérie mangeuse de chair. Est-ce qu'il faut enlever du muscle parce que le muscle est complètement mangé? Est-ce qu'il faut amputer le bras? Est-ce qu'il faut enlever des nerfs? Est-ce que ça va à l'intérieur jusqu'à ses poumons? Qu'est-ce qui provoque ça? C'est une infection à une bactérie qui réussit à pénétrer dans la peau par des mécanismes qui sont parfois mal compris. Parfois, c'est une pneumonie. La bactérie passe dans le sang au niveau des poumons, se fixe à une place. Parfois, ça rentre par une graphine qu'on s'est faite sur la peau. On s'en rend même pas compte, ça a l'air de rien. Il n'y a pas moyen de prévenir ça. Il n'y a pas moyen de prévenir ça. C'est pour ça que je vous dis, désolé le terme, là, mais c'est une grosse malchance, une bad luck. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Son épouse, Violaine Godin, est demeurée à la maison avec leurs enfants. Après la première nuit aux urgences, là, j'avais pas eu de nouvelles. Puis là, je me disais, ben voyons, il me semble que Yann m'a renvoyé un texto. La dernière info que j'avais eue, c'est probablement une pneumonie. Bon, et après ça, ben c'est l'hôpital qui a appelé là, le matin. Je pense qu'il était 8h30 le matin. Puis l'infirmière m'a dit « Ah, on va devoir opérer votre conjoint en urgence. Ça serait bien si vous pourriez vous en venir parce qu'après ça, il va faire dodo 3-4 jours. » Et là, vous arrivez à l'hôpital. Vous vous rendez à quel endroit à l'hôpital? Il m'avait dit « Rends-toi aux urgences. » Et puis il y a comme une salle qui, je crois, est utilisée pour la réanimation ou quand ils doivent faire certaines manœuvres plus précises sur les patients à l'urgence même. Puis là, il avait tout préparé. Là. Il était sur une civière. Il avait commencé à brancher le soluté. Il y avait beaucoup de moniteurs. Il y avait beaucoup de gens alentour de lui. Là, ça circulait. Mais on m'explique que oui, c'est probablement la bactérie mangeuse de chair, mais on m'explique aussi que c'est une grande famille de bactéries, puis que, tu sais, je sens qu'on veut me dire qu'est-ce qui se passe, mais aussi on pèse les mots, tu sais, pour éviter la panique. Je me souviens d'avoir rencontré Dr Chagnon qui m'expliquait qu'il fallait aller en chirurgie, me disant qu'il fallait que je signe un formulaire pour autoriser d'être opéré, puis... Ouais, on a toujours une petite résistance, là, on veut être tough, mais là, si je le signe pas, qu'est-ce qui va se passer? Puis il m'a dit, comme un peu du tac au tac, que je ne reverrais pas les enfants. Alors, vos enfants? Mes enfants, effectivement. Vous en avez combien d'enfants? J'ai 4 filles qui, à l'époque, étaient âgées entre 10 et 4 ans. Là, vous avez pensé à vos enfants? Ben, disons que la signature, elle n'a pas tardé très longtemps. Est-ce qu'on vous avait dit à ce moment-là que vous étiez dans un état grave, que c'était dangereux? Non, puis je ne l'ai pas réalisé jusqu'à mon réveil après, à quel point ça avait passé proche. Puis, en fait, c'est un petit peu un de mes plus grands regrets de ce moment-là, de ne pas en avoir profité pour dire aux personnes que j'aime, que je les aime, puis c'est ça. Avoir plus pensé, c'est niaiseux, là, mais c'est quel dossier au travail que j'avais pas fini, puis que là, j'allais passer une couple de jours à l'hôpital, mais que tel collègue devrait reprendre. Vous pensiez pas à vous, vous pensiez aux autres. Non, ouais. Mais au travail, puis j'aurais dû penser plus aux gens que j'aime, aux proches. Une fois qu'il est rentré en chirurgie, puis là, j'étais juste assis comme ça, avec mon manteau, ma sacoche. Puis là, je mentalisais un peu là, ce que le docteur Chagnon venait de m'expliquer. Vous étiez dans la salle d'attente? Oui, du bloc opératoire. Et là, le médecin est venu vous voir, docteur Chagnon, pour vous dire quoi? Ben là, c'est là qu'ils m'ont plus expliqué les hypothèses de ce qui pouvait causer l'état de Yann. Les risques étaient plus de, selon ce qu'il allait trouver, qu'est-ce qu'il allait devoir enlever. Peut-être pour me préparer à quand j'allais retrouver Yann après l'opération, si il devait enlever beaucoup de muscles ou que Yann allait perdre l'usage de son bras ou de la mobilité. Revoici le docteur Chagnon. Dans ce cas-là en particulier, parce que ça touchait le bras,
j'avais demandé à l'orthopédiste de venir faire un tour en salle d'opération au cas où on ait des muscles à enlever. Moi, dans ma formation, je suis formé pour faire des opérations au niveau du ventre et du thorax. On voyait que ces muscles étaient rouges vifs, comme des muscles. Puis c'est ce que, quand l'orthopédiste est venu, ben, c'est ce qu'elle me disait la même chose, là. Donc, on était rassurés qu'on n'avait pas besoin d'amputer, qu'on n'avait pas besoin de faire de résection musculaire. Puis, pourquoi j'étais assez fier de mon opération, c'est tout d'abord, on est allé rapidement, puis on a pu justement drainer tous les espaces. Après l'intervention qui dure environ 2 heures, Yann est transporté aux soins intensifs. Oh, là, il est très mal en point. Puis là, ben, il est branché de partout. On doit aussi mettre une jaquette, un masque, une visière, des gants, tout le kit pour aller auprès de lui. Puis, ben, il est sous sédation complètement, là. Puis, tu sais, même au niveau de son visage, là, il est intubé, tu sais, il n'y a pas vraiment de région que j'aurais pu avoir, tu sais, m'approcher pour pouvoir lui donner un bec ou quoi que ce soit, là. Tout était branché partout. Mais c'est sûr que le message aussi, c'était, ben, il était temps qu'on l'opère, puis les signes vitaux de votre conjoint, madame, c'était pas compatible avec la vie. Puis ça, je l'ai réalisé par après, mais c'est une phrase qui tu sais, pour quand tu reçois ça, puis t'es la personne, ben, c'est plus qu'un être cher, là, c'est mon amoureux, fait que tu reçois ça, puis tu dis, OK, là, ouais, il était temps, là. Ça a duré 28 jours, là, aux soins intensifs, fait que c'est sûr que j'ai eu des réflexions aussi de dire, coudonc, il va-tu vraiment s'en sortir? Parce que toute la difficulté à l'extuber aussi, puis de la façon qu'il devenait agité, puis à chaque fois qu'on tentait de l'extuber, ses signes vitaux revenaient, tout décompensait. Donc, on était comme, on savait pas quand ça allait juste aller mieux, puis qui était pour revenir à lui-même. Puis oui, je me suis dit, ben là, c'est sûr que c'est fragile. Ça se peut. Ça se peut que je continue ma vie. Ça se peut que je vais avoir un deuil à faire. Ça se peut que faut que j'annonce à mes filles que Daddy est décédé. Les patients comme ça, on passe parfois plusieurs heures au chevet. Souvent, on installe des cathéters pour donner des médicaments qui sont trop forts, qu'on ne peut pas donner dans un bras. On installe des cathéters pour mesurer la pression continue, faire des prises de sang. On en fait parfois aux heures, aux 2 heures pour suivre l'évolution. On fait des échographies pour regarder l'état du cœur, l'état des poumons. On a parti la dialyse aussi parce que quand il est arrivé d'emblée, ses reins avaient cessé de fonctionner. Donc les reins sont très sensibles aux variations de pression artérielle. Donc quand on est en choc, les pressions sont très basses. Les reins n'aiment pas ça et arrêtent de fonctionner. Donc quand ils ne fonctionnent plus, ils ne font plus d'urine. Et c'est comme ça que le corps élimine les déchets par l'urine. Quand les déchets sortent pas, on s'empoisonne avec nos déchets, ce qui peut devenir très dangereux. On peut mourir d'une crise cardiaque assez rapidement dans ce temps-là. Donc, il fallait commencer la dialyse sans tarder. Et tout ça, c'est un effort d'équipe, là. Moi, j'étais là, mais ça donnait que c'était ma journée ou ma semaine. Il y avait des infirmières, des préposés, des inalos, des nutritionnistes, même des physios aussi. Mais ce soir-là, nous, on devait dialyser là, assez rapidement. Puis, pour vous dire à quel point tout le monde était investi, c'était assez récent la dialyse dans notre département. Ça fait longtemps qu'on en fait ailleurs, là, mais c'était nouveau chez nous, la technique. Les infirmières devaient apprendre comment ça marchait. Et c'était pas tout le monde qui était à l'aise. Donc, ils ont rejoint une des infirmières qui était peut-être notre experte à ce moment-là, qui était en train d'essayer des robes pour son party de Noël avec sa mère. Puis elle a tout lâché, elle s'est emmenée à l'hôpital. Puis ils ont parti la dialyse à ce moment-là. Linda Duclos est infirmière clinicienne et stomothérapeute. J'aide les chirurgiens à fermer les plaies plus compliquées. Souvent, dans les cas de fasciite nécrosante, il faut aussi que l'intensiviste, souvent, il veut voir la plaie. Le microbiologiste aussi veut voir la plaie. Ça se peut aussi que l'orthopédiste demande de voir la plaie parce qu'il y a un suivi en plus du chirurgien général, tu sais. Fait que moi, mon rôle, c'est de voir la plaie puis de m'assurer qu'il y ait le traitement optimal selon
les résultats de laboratoire. Si jamais il y a des tissus nécrotiques, je fais un petit débridement chirurgical conservateur, donc ce qui veut dire qu'on ne le retourne pas au bloc, on enlève les tissus morts dans le lit. Mais ça, c'est si c'est que des tissus superficiels. Puis moi, je dis, bon, ben on va mettre un VAC. C'est souvent ça pour les fasciites nécrosantes. C'est quoi un VAC? C'est une thérapie par pression négative. Donc, ça stimule les cellules à se reproduire plus rapidement. Ça l'enlève les tissus. Ça stimule la circulation sanguine, ça l'enlève les fluides, le liquide infectieux et tout. Ça s'en va dans un réservoir, donc ça ne reste pas sur la plaie. Donc, c'est un appareil avec des tuyaux. Oui, en pression négative. Donc, c'est un petit peu... Et on applique ça sur la plaie. Oui, ça ressemble un peu à une balayeuse, si on veut, qui fonctionne tout le temps. Et vous changez tous les autres pansements? Oui, absolument. On les change souvent? C'est souvent 3 fois par semaine. Des cas de fasciite nécrosante, c'est rare qu'ils restent aux soins intensifs moins de 2 semaines. La plupart vont faire quelques semaines, parfois quelques mois. Certains s'en sortent malheureusement pas. Souvent, les gens se présentent tardivement. Donc, ils endurent à la maison, ils ne veulent pas venir à l'hôpital pour rien. Et parfois, quand ils arrivent à l'hôpital, c'est trop tard. Le choc est trop sévère et les organes ont déjà tous lâché un après l'autre, puis c'est irréversible. Yann Préfontaine ne pourra jamais oublier un moment en particulier. Mais quand vraiment on a réussi à m'extuber, puis que j'étais stable, puis tout ça, puis que, tu sais, ils ont sorti le premier respire, là, ça a été... C'est comme si ça faisait... Excusez-moi, je viens un petit peu émotif, là. C'est comme si je vivais depuis 5-6 jours dans un film en noir et blanc. C'est comme si toutes les couleurs sont revenues. Ce respire-là, c'était un respire de nouveau-né. C'était comme une deuxième vie, ou une nouvelle vie, avec toutes les possibilités qu'il y avait avec, qui jaillissaient. Ça m'a donné beaucoup d'espoir, mais très rapidement aussi le réel de la pente à monter, ça aussi, ça frappe. Fait que le lendemain, j'ai eu un gros crash émotif, là. C'était très, très, très difficile de voir. OK, tu sais, j'étais là avant, puis là, je suis rendu là, puis il me manque un bout de chemin dans ma ligne de temps. Ça m'a donné l'opportunité de formuler un plan sur comment revenir plus fort. Fait que maintenant, je considère que j'étais très en forme avant ça. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai passé au travers puis que mon chemin de vie s'est pas arrêté là. Mais je suis encore plus fort maintenant que je l'étais avant. La vie, c'est quelque chose qui peut être enlevé à tout moment, puis d'en profiter, puis de dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime, jamais partir fâcher un contre l'autre. C'est toutes des petites choses comme ça. J'étais extrêmement choyé puis reconnaissant vraiment envers tout le monde qui fait que je suis ici aujourd'hui, parce que ça n'avait pas été du système de santé, du travail d'équipe, des chirurgiens, des médecins, mais aussi des infirmières, de celles qui changent les pansements, qui nettoient, qui font des rondes des médicaments. Je veux dire, je serais pas là. Comme Yann l'a nommé, ça nous a fait réaliser que les soins intensifs, mais les hôpitaux en général, c'est comme des ruches là, où est-ce que ça l'arrête jamais, t'sais. Puis tous ces soins-là, c'est donné par des gens qui sont passionnés par l'humain, par la santé, par le corps. Fait que je trouve que c'est des belles histoires, ça mérite d'être raconté aussi. Ici Harold Gagné. Soyez des nôtres bientôt pour un autre épisode de Diagnostic le balado, une production du CIS de la Montérégie-Est.